Il est l'homme qui a renversé le président Ali Bongo au Gabon. C'était le 30 août 2023. Brice Oligui Nguema est en visite officielle en France. Le désormais président de la transition gabonaise doit être reçu d'ici quelques minutes par le président Emmanuel Macron. Comment expliquer les bonnes relations entre ce militaire putschiste et la France? Eh bien, on en parle ce soir avec nos deux invités. Georges Dougueli, journaliste au mensuel panafricain Jeune Afrique. Et depuis Dakar, Gilles Yabi, président du Cercle de réflexion Wati. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Dominique. Première question Bonsoir. à vous, Georges Dougueli. Il y a le président de la transition, Brice Oligui Nguema, accompli ce voyage, premier voyage officiel en France. Est-ce que c'était une étape importante pour lui? C'est toujours une étape importante pour un président gabonais de venir à Paris parce que c'est une forme de reconnaissance, surtout en début de mandat. C'est pas un mandat, en l'occurrence c'est une transition qui succède à un coup d'État. Paris, c'est une étape, je dirais, obligée pour s'adresser à une diaspora gabonaise de plus en plus importante en nombre et aussi s'adresser à la communauté internationale. C'est une excellente tribune parce que c'est Paris quand même. Et donc, à partir de là, on fait passer des messages, on dit à tous ceux qui ont observé ce coup d'État que la transition sera respectée, en tout cas les termes, toutes les étapes qui ont été rendues publiques seront respectées. On se pose aussi un peu un modèle par rapport aux autres pays où il y a eu des coups d'État et où il n'y a pas vraiment de visibilité par rapport à la transition. Donc, Oligui Nguema à Paris, ça ne m'étonne pas. Je dirais que c'était une étape très attendue. Alors, c'est une visite de 5 jours. Concrètement, le programme, c'est quoi? Le programme, déjà, le point culminant, c'est l'audience avec le président français. Mais avant cette audience, il y a eu hier, je crois, un forum économique qui a réuni les hommes d'affaires et les décideurs gabonais face à leurs homologues français, dans l'OMIDEF, où il y a eu énormément de contacts, où le président a eu l'occasion de décliner son programme et de dire où il entendait mener son pays. Alors justement, c'était un forum d'affaires effectivement qui réunissait plus de 600 hommes d'affaires des deux pays avec signature de contrats de plus d'1 milliard d'euros. C'est bien ça, notamment dans les infrastructures. Quelle est l'importance pour l'économie gabonaise, pour l'emploi gabonais, pour la société gabonaise de ce type de forum et de renouer un partenariat économique avec la France? Écoutez, déjà pour la France, c'est un peu France is back. C'est-à-dire que ces dernières années, on a quand même assisté à une forme de recul de l'influence française. Le Gabon n'est plus que la 8e destination des investisseurs gabonais là-bas, et donc des investisseurs français au Gabon. Donc c'est un renouveau, en tout cas c'est comme ça que ce forum a été présenté, comme un renouveau pour une coopération économique plutôt relancée. Alors effectivement, on se souvient que les relations avec le président renversé Ali Bongo étaient plutôt fraîches, disons, avec la France. Pourquoi est-ce que, vers quel type de partenaire le président Ali Bongo s'était tourné? Est-ce que cette fraîcheur dans les relations politiques s'était manifestée également par une désaffection du partenariat économique? Alors, Ali Bongo avait impulsé une politique de diversification de l'économie parce que il pensait à l'après-pétrole, ce qui est totalement à féliciter. Seulement, cette diversification de l'économie a aussi engendré une diversification des partenariats. Donc, il a ouvert grand les portes du Gabon à de nouveaux partenaires tels que la Chine, tels que les Singapouriens, Olam par exemple, qui occupent une place très importante et qui a monté une zone économique très performante, qui fonctionne très bien. Pour transformer les matières premières, pour transformer les matières premières, notamment le bois sur place. Donc cet afflux de nouveaux partenaires a provoqué une baisse de l'influence française et des investisseurs français. Peut-être que la nouvelle donne qui s'annonce va peut-être inverser les choses et ramener les investisseurs français
il faut peut-être observer ça. Alors, Georges, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le coup d'État d'Oligui Nguema. C'était le 30 août 2023. Quelques minutes après la proclamation des résultats qui donnaient gagnant Ali Bongo, eh bien, les putschistes interviennent à la télévision et dès le lendemain, ils sont acclamés par la population. Comment, peut-être d'abord dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut expliquer cette ferveur et cette approbation du peuple gabonais du putsch? L'impopularité, je dirais, inguérissable du pouvoir d'Ali Bongo, impopularité due à la cherté de la vie, impopularité due aux coupures d'électricité, aux coupures d'eau, tout ce qui dysfonctionnait dans ce pays, impopularité due aussi au fait que le président se soit affaibli. C'était notoire, il avait eu un AVC qui avait réduit ses capacités physiques et de manière totalement visible. On a vu une influence de son entourage monter et on s'est dit, voilà, la gouvernance a changé. Et donc, cette impopularité explique en grande partie le fait que le coup d'État soit intervenu et aussi que la population l'ait accepté à ce point. Je me tourne à présent vers Gilles Yabi, qui se trouve à Dakar, chercheur fondateur du cercle de réflexion Wati. Gilles, vous qui êtes un spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, où plusieurs coups d'État ont eu lieu l'année dernière, est-ce que vous faites une différence fondamentale entre les derniers coups d'État au Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, même celui de la Guinée éventuellement, et le coup d'État au Gabon? Est-ce que pour vous, ce sont des modèles différents? Oui, bonsoir. Je crois qu'il faut absolument réaffirmer chaque fois que chaque pays africain avait son histoire politique particulière et que même si on avait des événements politiques comme des coups d'État qui survenaient, disons, au même moment, cela ne signifiait pas nécessairement qu'ils étaient connectés entre eux et ça ne signifie pas non plus que les facteurs explicatifs sont nécessairement les mêmes. Et je crois que dans le contexte des coups d'État au Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger particulièrement, on peut mettre en avant l'élément sécuritaire qui a quand même été un élément déterminant. L'élément sécuritaire, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Absolument, la lutte contre le terrorisme qui a été un élément très important, en particulier Mali et Burkina Faso. Je dirais un peu moins au Niger où, de mon point de vue, il y a un élément politique au moins aussi important que l'élément sécuritaire. Mais ce qui est clair, c'est que lorsque vous avez une situation sécuritaire extrêmement difficile et lorsque les pouvoirs civils, même élus, n'arrivent pas à contenir la dégradation de la situation, vous avez de plus en plus d'arguments, disons, pour les militaires pour se saisir du pouvoir politique en mettant en avant leur capacité à répondre aux défis sécuritaires. Mais il y a un deuxième élément au niveau des pays du Sahel, c'est que ce sont des pays aussi qui ont connu beaucoup de coups d'État militaires dans leur histoire depuis leur indépendance et qui ont connu beaucoup de gouvernants militaires, qu'ils soient des militaires actifs ou des militaires retraités. Et donc il y a une forme d'habitude, je dirais, d'une gouvernance militaire qui explique une acceptation aussi plus facile, disons, des coups d'État dans ces pays du Sahel. Dans le cas du Gabon, très clairement, d'abord, de mon point de vue, on ne peut pas parler de régression démocratique au Gabon lorsqu'il y a un coup d'État, comme on ne peut pas le faire dans d'autres pays d'Afrique centrale où vous avez des dirigeants au pouvoir depuis plusieurs décennies et donc une démocratie qui n'était que formelle. Il ne peut pas y avoir de régression lorsqu'on n'avait pas une démocratie. Et de mon point de vue, au Gabon, Ali Bongo n'a quasiment jamais été vraiment élu. C'est quand même le deuxième véritable président du Gabon depuis l'indépendance. Il y a une courte transition lors du décès d'Omar Bongo, mais en réalité, c'est un régime qui n'a jamais été un régime ouvert, choisi et confirmé par les électeurs. Il se trouve que j'étais au Gabon lors de l'une de des élections gagnées par Ali Bongo. C'était très clair que les résultats avaient été manipulés, notamment dans la région d'origine du clan Bongo à l'époque. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire la différence, effectivement, entre les contextes des coups d'État au Sahel et le coup d'État au Gabon. Georges, je me tourne vers vous à présent. Est-ce que vous diriez qu'il y a un caractère, comme le dit Gilles, une spécificité en tout cas du coup d'État gabonais? Et comment est-ce qu'on a pu le voir dès les premières actions des putschistes à leur arrivée au pouvoir? Alors, ce coup d'État est intervenu à la fin d'un processus électoral contesté. C'est devenu une habitude. Et cette contestation fait que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait une répression à la publication des résultats qui n'était
pas une surprise, c'est-à-dire on s'attendait à ce que le pouvoir l'emporte, comme souvent, comme ça s'est passé en 2009 et en 2016. Et en 2016, je vous le rappelle, il y a eu quelques morts. Et donc, le coup s'étant produit à la fin d'un processus électoral contesté, eh ben, il était naturel que les gens se disent c'était la bonne chose à faire. Mais dans les premières actions posées par les putschistes, est-ce que dès qu'ils arrivent au pouvoir, on se rend compte ou pas qu'il s'agit d'un coup d'État un peu différent de ceux qu'on a connus au Sahel? Alors, différent parce qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de combat. Différent parce que, vous avez dû voir les images, les hommes ont porté le général Oligui en triomphe et ont décidé d'en faire leur président. Et cette image qui a fait le tour du monde et qui a calmé les dernières poches de résistance, parce qu'il y en a eu quelques-unes, fait déjà en elle-même, cette image, une spécificité totalement gabonaise. Est-ce que dans les discours politiques, pardonnez-moi, je vous interromps, est-ce que dans les discours politiques qu'on a pu entendre au Sahel et qu'on a pu entendre au Gabon, est-ce que là aussi il y avait une différence? Est-ce que vous voyez une différence? Alors moi, je n'en vois pas beaucoup parce qu'au Sahel, c'était un discours populiste. C'était un discours anti-français. Les gens, enfin, les putschistes ont identifié une espèce d'ennemi extérieur qui était la France, et autour de cet ennemi extérieur, on essayait d'organiser une forme d'union sacrée, notamment au Niger, pour dire qu'il fallait chasser cette présence, cette ancienne puissance coloniale. Au Gabon, on n'a pas entendu ce genre de discours contre la France. Jamais, il n'y a pas eu un seul drapeau français de brûlé. C'était un problème gabono-gabonais qui a été résolu par des militaires gabonais. Alors, une question peut-être très précise, Georges. Ali Bongo n'a pas démissionné. Il se trouve toujours à Libreville. Il est retenu à Libreville par les nouvelles autorités, ainsi que sa femme et son fils, Noureddine. Des membres de sa famille ont déposé plainte pour arrestation illégale, séquestration aggravée et actes de torture. Autre cas de figure, le Niger, où le président Bazoum, lui aussi, a été renversé par un putsch. Lui non plus n'a pas démissionné. Lui aussi est retenu à Niamey par les nouvelles autorités du pays. Mais les relations entre la France et le Niger n'ont absolument rien à voir puisqu'elles sont exécrables. Paris a même fermé son ambassade à Niamey. Comment est-ce que vous expliquez cette différence de traitement entre les deux pays? Il faut tenir compte du contexte. Peut-être que Gilles aura quelque chose à dire sur ce sujet. Il faut tenir compte du contexte qui est quand même que la France a connu un certain nombre d'événements d'agression, enfin, quand je dis agression, relative à son influence. C'est-à-dire que la Russie, par exemple, qui a une présence très agressive sur le terrain, a poussé Paris à considérer les événements comme tels que ceux-là, les coups d'État, au cas par cas. On sait aujourd'hui au Niger et au Tchad, il y a eu un traitement totalement différent. Et au Gabon, c'est un militaire qui arrive et la France, à la suite de ce coup d'État, la France n'a pas interrompu sa coopération militaire ni l'aide au développement. Donc Paris, manifestement, a compris que sur son précaré, il fallait tenir compte d'un contexte où il subissait une présence agressive d'un nouvel acteur géopolitique qui s'appelle la Russie. Gilles Yabi, c'est aussi de cette manière-là que vous expliquez la bonne relation qu'il semble y avoir entre la France et cet ancien militaire putschiste? Oui, je crois qu'il faut être très clair. Hein. Il faut qu'on arrête de faire semblant de découvrir que les États prennent leurs décisions, passent jamais sur la base seulement de principes de soutien à la démocratie ou d'un principe de condamnation systématique des coups d'État ou des ruptures constitutionnelles. Il est très clair que les relations entre les États sont aussi basées sur les intérêts, sur le degré de proximité avec les dirigeants politiques, et donc lorsque vous avez la proximité entre le président Macron et le président Bazoum au Niger, je dirais, quel que soit le caractère démocratique ou non de l'arrivée au pouvoir de Mohamed Bazoum, de toute façon, la relation impliquait sans doute une condamnation très ferme du coup d'État contre Mohamed Bazoum et une position extrêmement, disons, différente en tout cas de la France lorsqu'on la compare à celle que la France a adoptée par rapport au Gabon. Et je rappelle aussi par
par rapport au Tchad, cela vient d'être souligné. On vient quand même d'avoir une transition tchadienne qui se conclut par la confirmation du fils d'Idriss Déby comme président, peut-être pour plusieurs décennies à nouveau, on ne le sait pas, mais il est très clair que ce n'est pas non plus un modèle de transition démocratique, mais cela a été validé par la France et par beaucoup d'autres partenaires également. Donc des conditions de sécurité, des conditions, des circonstances géopolitiques, tout cela rentre en ligne de compte. Et je dirais en particulier en ce moment où il y a une contestation de l'influence française et peut-être plus généralement occidentale dans beaucoup de pays africains, l'élément russe est devenu un élément très important de la prise de décision. Et donc aujourd'hui, j'imagine que pour la France aussi, l'objectif est de s'assurer que le Gabon aussi ne bascule pas un moment vers un autre allié qui pourrait être un adversaire déclaré aujourd'hui du bloc occidental. Merci beaucoup. Je vous en prie, Gilles, en quelques mots. Oui, juste en quelques mots, parce que cela me semblait important. En 2021, un sondage de l'Institut Afrobaromètre était très intéressant sur le Gabon. Il fallait peut-être le regarder avant le coup d'État. 91% des Gabonais estimaient que la démocratie fonctionnait mal. En fait, estimaient qu'il ne s'agissait pas d'une démocratie, mais 73% estimaient que la démocratie en tant que modèle constituait la forme, disons, préférable de gouvernement. Et je pense que c'était très clair qu'il y avait un niveau effectivement d'insatisfaction extrêmement élevé et qu'il faut tenir compte de cela aussi pour analyser les situations politiques. Merci à vous, Gilles Yabi, chercheur fondateur du Cercle de réflexion Wati sur la vie politique en Afrique de l'Ouest, Georges Dougueli, journaliste à Jeune Afrique. Merci à tous les deux.